Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Maxime Hébert, les distributeurs Brou. Et Jean-François Hegg, des distributeurs Brou aussi. Excellent. Pour nous parler un petit peu, c'est quoi la distribution Brou? En fond, le distributeur Brou, on a parti ça, moi et Maxime, on est des amis de longue date, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on se connaît. On était à deux places, j'étais un ancien gestionnaire en transport pendant une quinzaine d'années, Maxime était gestionnaire dans le domaine de la construction en gestion de projet. On a décidé de partir un soir de brosse, après une coupe de bière de microbrasserie. On voulait travailler ensemble depuis beaucoup d'années. Puis on cherchait un domaine où on voulait peut-être même se partir de microbrasserie, mais on n'a aucune connaissance en brassage. Mais on sait que c'est un domaine qui nous passionne. Puis c'est à partir de là, dans le fond, un vendredi soir bien éméché de mai 2018 maintenant. Donc, c'est ça, on a parti sur un coup de tête un peu comme ça. Puis dans le fond, Brou, c'est de la distribution, mais sans vente. On fait un petit peu de promotion, mais on n'est pas une compagnie qui vend la bière de nos clients. Nous, c'est vraiment logistique, livraison, préparation des commandes. C'est vraiment le côté logistique. Il n'y a pas de vente chez Brou. Puis dans le fond, ce qu'on a décidé de faire, c'était vraiment d'amener une solution plus flexible dans l'industrie, un plus petit distributeur qui couvre de large, mais qui va vraiment s'orienter au niveau service à la clientèle, service à la brasserie, service aux détaillants. Donc, on va collecter l'information sur le terrain. Maxime est sur le terrain à 100% du temps. Moi, je vais faire la gestion au niveau de l'entreprise. Puis, on essayait de voir où est-ce qu'on pouvait fitter. On sait qu'il y a des grands joueurs dans l'industrie. On voulait voir qu'est-ce qu'on pouvait apporter de mieux à l'industrie, qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux ou de différent. Et je pense qu'après une année, on compte près d'une vingtaine de clients et plus. On est en prospection avec d'autres. On a un petit entrepôt à Blainville de 3000 pieds carrés qu'on est en train de vouloir peut-être même tripler étant donné la demande, étant donné ce qu'on apporte. On a des équipements de grosseur différentes, on a des services adaptés. Dans le fond, l'offre de service est toujours adaptée directement aux besoins du client. Donc, c'est en fonction des paramètres, le volume de production, la couverture de distribution, le réseau de distribution, les besoins afférents. Est-ce qu'on a besoin de réfrigérer? Est-ce qu'on a besoin de faire un peu de marchandisage? Des choses comme ça. Donc, l'offre de service, on part avec une page blanche. Ce que peut-être d'autres compétiteurs font pas, partent avec une page déjà remplie qui vont un peu modifier. Moi, je pars avec une page blanche, puis on monte une offre de service à partir de ça. La question que je me pose là-dessus, c'est le côté des A à Z. Quand tu dis de chercher une nouvelle brasserie, whatever, peux-tu nous parler un petit peu de comment ça fonctionne, ton A à Z, quand tu as une nouvelle brasserie? Ben, en fait, nous, comment on fonctionne? Ben, premièrement, on a un contact avec la brasserie qui va nous parler de ses besoins. Nous, on fait même le service de cueillette. Fait que dans le fond, on regarde tous les besoins de l'entreprise, ce qu'ils veulent, puis on leur fait une offre de service reliée à ça. Donc, il y a des prix différents selon des quantités différentes. Il y a des prix des pick-up. Des fois, c'est intégré dans le prix de la caisse. Donc, on leur fournit tout ça, une belle offre de service complète. Puis après ça, s'ils l'acceptent, il y a une négociation qui se fait. Puis une fois que c'est accepté, bien là, on part. Soit qu'on va chercher le stock, on a le permis à la régie à demander, le permis d'agent qui est fait par la brasserie. Puis après ça, nous, on fait vraiment, là, on part, on va chercher le stock ou on se le fait livrer, tout dépendant. Puis là, nous, on reçoit les commandes par courriel. On imprime tout ça, place ça dans les routes. On a un échéancier, on envoie toujours les 3-4 prochaines semaines à nos clients et aux points de vente. Donc, on imprime tout ça, place ça dans les routes, préparation des commandes, livraison. Puis ensuite de ça, ben, quand on passe à la facturation, à chaque semaine, on envoie toutes les preuves de livraison. Fait que quand on envoie notre facture à un client, toutes les preuves de livraison signées sont reliées à la facture. Fait qu'il ne cherche pas les documents. Là. Nous, c'est chaque semaine, tout est envoyé. Tout est numérisé là-dedans? Oui. Tout est 100% numérisé dans un souci un peu d'être un peu plus écologique et 2020. Donc, il n'y a aucune copie papier qui demeure ici, tout est numérisé. 100% de nos livraisons sont numérisées, ce qui nous donne un accès direct aussi un peu à avoir accès à ça. Justement, si j'ai un client qui me demande as-tu tel document ou quoi que ce soit, tout est classé, numérisé dans nos systèmes à l'interne. Quand on fait de la prospection de clients, justement, on a des contacts avec ces clients-là en premier. On trouve que c'est important. C'est pas juste du cold call. On a fait du cold call quand on a commencé pour le volume. Par contre, dans l'année 2019, ça a été beaucoup de prospection, de déplacement. La bière, pour nous, c'est un plaisir aussi. On n'a pas parti de business juste pour une opportunité d'affaires. On l'a parti parce qu'on croit au domaine, on veut y participer, on veut l'aider à l'amener plus loin. Fait que, la fin de semaine, pour nous autres, ben, c'est des visites de brasserie. Le vendredi soir, c'est d'aller prendre une bière quelque part. Fait que, on est toujours en mode un peu prospection,
compétition dans un sens parce qu'on aime le produit, on veut le consommer, on veut le distribuer, on veut que les gens y goûtent. Il y a des gens à qui on a cru énormément. On parle d'un de nos premiers clients, Microbrasserie La Veillerie, qui est une petite microbrasserie de Sainte-Agathe, mais qu'on a eu la chance qu'ils brassent notre bière anniversaire après nos 1 an, puis qui maintenant connaît un essor super bien pour la taille de ses installations. Écoute, il était sold out dernièrement, puis tu sais, on est capable de travailler différemment. Fait on essaye vraiment de venir se coller aux gens, de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Il y en a, c'est des conseils plus au niveau marketing. Il y en a, c'est des conseils plus au niveau opérationnel, gestion de la production, des choses comme ça. Tu sais, on vient donner notre input, notre 2 cents. Puis, tu sais, on essaie de les amener. On pense pas qu'on a la connaissance infuse. Par contre, le fait qu'on est sur le terrain, le fait qu'on rencontre 700-800 détaillants et plus par année, Maxime est sur le terrain à temps plein. Donc, il parle avec beaucoup de détaillants. On comprend ce qui se vend dans l'industrie. Quand j'ai un client qui me dit « j'ai brassé tel type de bière, on est au mois de novembre », je suis comme « tu fais peut-être une erreur, c'est pas une bière qui va se vendre. Là, tu tombes tombé janvier-février, fais un plus petit brassin. » Puis je te dis pas qu'ils nous écoutent tout le temps, parce que comme je dis, c'est pas nous autres les brasseurs, mais il va arriver des fois où on voit qu'on a eu une influence à la production, puis que le pari était bon. C'est déjà planté, mais c'est comme ça qu'on apprend. Puis je pense qu'on est des consultants, on est autant des consultants que des spécialistes au niveau logistique, puis ça nous permet justement d'aller chercher un petit edge. On a une petite quantité de clients, on ne veut pas augmenter, on ne veut pas devenir un distributeur de 100-150 brasseries, c'est pas un volume, c'est pas un modèle d'affaires qui nous intéresse. On préfère garder ça plus petit, des installations un peu plus petites, une flotte flexible, donc des unités variées, de tailles différentes, de fonctionnalités, d'usages différents. Ça nous permet après ça d'être capable de justement avoir une offre qui est différente des autres. Puis les plus gros distributeurs vont convenir pour un certain type de client. Nous, on peut convenir pour un autre. Puis, en bout de ligne, ce qui est important, c'est que le domaine brassicole en sorte gagnant. Tu sais, il y a le côté humain que vous faites qui est... personnellement, je pense qu'à long terme, c'est très payant en soi. Mais c'est sûr qu'à court terme, c'est pas que c'est très payant parce que c'est beaucoup de travail à mettre ça en ça. Est-ce qu'à long terme, vous allez penser à des façons de peut-être... mettre mieux ça, plus streamer les ventes, tout ça, pour que ça soit plus payant pour vous autres à volume, ou c'est quelque chose que vous voulez garder le côté humain? Le côté humain va toujours primer. Le côté humain va toujours primer. On est un distributeur qui ne croit pas que les ventes doivent passer. En fait, on a toujours dit on a toujours dit à nos brasseries que vous devriez être en charge 100% de vos ventes. Puis c'est quelque chose qu'on croit fondamentalement parce que les ventes chez nous, c'est moi puis Max. J'aurai pas un rep en développement des affaires chez nous. Je vais avoir un rep, peut-être qu'il va faire du marchandisage, peut-être qu'on va développer un système de marchandisage, peut-être qu'un jour on va développer des services techniques autres, que ce soit en marketing, whatever, on ne sait pas, c'est des choses qui peuvent arriver, mais au niveau du développement des affaires pour nos services, il n'y a personne chez Brou, malgré la qualité de nos employés, puis qu'on a de très bons employés présentement, puis on est chanceux d'en avoir des aussi bons, il n'y a personne qui connaît plus ce que représente Brou que moi puis Maxime. Quand on niaise avec un Marcel, puis un ci, puis ça, on a un plaisir avec notre marketing, mais il y a un raisonnement dans de ça, puis il n'y a personne qui l'incarne mieux que moi et Maxime. Puis si on veut que les gens aient confiance en l'entreprise, il faut qu'ils soient capables de parler il y a un client qu'on a eu qui est dans une région très éloignée, puis la raison pour laquelle on a réussi à développer une relation d'affaires avec lui, c'est qu'on s'est déplacé, on est allé le voir, on a discuté, Max est allé, moi je suis allé, puis c'est de l'implication, c'est du temps, il n'y a aucun profit de générer, il n'y a aucun revenu de générer avec ça, mais à long terme, c'est des relations qui se bâtissent sur des bases solides. Puis c'est là-dessus qu'on veut tabler. Le turnover qui se passe toujours à tous les années, les fins de contrat, il n'y a pas de contrat chez Brou. Il y a une poignée de main. Il n'y a pas il y a un terme parce que la régie exige qu'il y ait un terme à une entente. Mais j'ai toujours dit, moi, il n'y a pas un avocat, tu n'as pas de terme légal. Tu veux déchirer l'entente, on se serre la main, mon chum, puis content d'avoir travaillé avec toi. C'est une relation de confiance. Dans des années où les avocats sont impliqués pour des affaires encore plus ridicules qu'un contrat de travail, on considère que si tu as envie d'embaucher un avocat pour briser un contrat, que j'ai une clause qui te garde ou non, tu vas finir par t'en aller. Fait que ça vaut pas la peine de se battre pour quelqu'un qui veut partir. Ça vaut la peine de se battre pour ceux qui ont envie de rester par contre. C'est un peu la façon qu'on a fait. Excellent. Ça fait 1 an que vous existez après un an, quelque chose? 15 mois. Mettons qu'on a commencé à faire des livraisons, 15 mois. OK, vous êtes vraiment né dans le côté de la COVID pas mal. Votre business est dans le COVID pas mal. Oui. Comment vous avez fait pour manager tout ça? Parce que la phase, comme vous savez, l'édition qu'on a eue avant, la canne explose à travers le Québec. C'est un marché qui explose beaucoup. Comment vous avez fait pour
c'est que le monde suive à l'arrière de ça, puis aussi comment vous faites pour que votre business continue malgré toutes les implications économiques à l'arrière de ça? Ben, nous, on peut dire que la COVID a été positive pour nous. En fait, heureusement, on faisait pas beaucoup de CSP, on faisait pas de livraison. On en faisait un peu en restaurant, en bar, mais pas énormément. C'était peut-être 5% mais, de nos livraisons. Puis le CAD a explosé. Fait que dans le fond, nous, là, la COVID, ça nous a comme amené une augmentation des revenus. Puis la canette, tous nos clients sont en train de changer tranquillement vers la canette. Je pense pas que c'est relié à COVID, je pense que c'est plutôt le fait que le consommateur, quand il voit des bouteilles, il apprend à moins sur l'étagère là, dernièrement. Puis même les points de vente, je pense qu'ils sont tannés de gérer de la bouteille, donc ils réduisent le nombre d'achats de bouteilles. Donc ça s'est vraiment fait de soi. Il ne nous reste plus beaucoup de clients en bouteille, là. Je pense qu'il en reste 2. Puis il y en a qui ont des projets aussi de changer prochainement. Fait que nous la COVID, ça n'a pas été négatif. Puis on l'a vu aussi, la gestion des contenants consignés en période de pandémie, on a pu voir qu'il y a des failles incroyables, même on est encore en pandémie, mais post-confinement, si on veut, on se rend compte que c'est un problème, la gestion, la manutention de tout ça. Le contenant consigné, si c'était un contenant qui était unique, c'est une chose, ça serait simple, mais si on parle aux détaillants aussi, on a eu des prises de bec avec certains détaillants parce qu'il fallait que je ramasse, je livre 2 caisses à un endroit, mais il faut que je ramasse les 25 caisses qu'un autre distributeur ne veut pas ramasser. Tu sais, des fois, ouais, mais lui, il vient puis il ramasse pas. Je dis, ouais, mais je veux bien, mais moi, buddy, je te livre 2 caisses aux 4 semaines, puis tu veux que je ramasse les caisses que les autres ramassent pas. Hey, on est en pandémie, ils veulent pas ramasser, mais on n'était pas en pandémie. Puis, tu sais, c'est une grosse gestion. Les détaillants, les épiceries, surtout, ont beaucoup de difficultés à gérer ça. Il y a une chaîne qui a fait un travail incroyable. IGA, pour ne pas le nommer, je pense que c'est la chaîne qui a ressorti parce qu'ils ont vraiment travaillé, puis on en a vu, on en a fait plus de 200 IGA dans les derniers mois, puis ils ont fait un travail colossal. Il y a certains métros qui l'ont fait bien fait, il y a d'autres épiceries. Les détaillants spécialisés, c'est un problème d'espace. Tu ne veux pas avoir un commerce de 1000 pieds carrés quand tu as 400 pieds carrés de surface de vente puis 600 pieds carrés d'entreposage de bouteilles vides. Donc, c'est un problème. La canette aussi, c'est un problème de moins, que ce soit pour les brasseurs, au niveau de la collecte, de la gestion du contenant consigné, que ce soit pour le détaillant au niveau de la gestion. Tu sais, c'est des sacs de canettes comprimés. Donc, je pense que le switch qui se fait avec la canette, oui, la pandémie va accélérer ce mouvement-là, ça c'est sûr et certain, mais je pense que c'est une conversion qui était déjà entamée. Puis nous, ben ça n'a pas changé grand-chose parce qu'on est arrivé dans un temps où la plupart de nos clients étaient déjà en canette. Donc, tu sais, la gestion de contenant consigné, on ne l'a jamais fait à haut volume, on l'a toujours fait à plus petit volume. Fait que c'est moins un problème, mais je pense que oui, la pandémie, ça a été, pour nous, ça a été salutaire parce que c'est sûr et certain que nos brasseries ont explosé au niveau des ventes. Ça nous a permis, nous, de grossir, d'embaucher du monde, de grossir la flotte, d'éventuellement changer d'endroit. On est en avance sur le plan d'affaires, puis on peut pas se plaindre. Comment vous allez faire pour grossir, continuer à grossir comme ça? Ça, l'affaire, c'est qu'il y a un moment où la COVID va plus se relaxer comme ça, mais comment ça veut dire qu'on va avoir des plans pour grossir tranquillement ou rester stable dans vos ventes? Ben en fait, dans les prochains mois, on a encore là, plusieurs brasseries dans notre mire, qu'on pourrait dire. On a eu des discussions, on attend des réponses. Il y en a qui nous ont même dit que ça allait aller en automne, donc on le sait qu'ils vont venir avec nous autres en automne. Donc on a tout ça, puis on a des volumes, on a même des brasseries actuelles qui changent, qui augmentent leur nombre de fermenteurs. Fait qu'on a des clients existants qui augmentent leur production en ce moment. Donc, on le sait qu'on va livrer plus. Donc, on a vraiment une progression qui se fait avec nos clients actuels. Puis, on en a même d'autres de prévus en automne. On en a d'autres de prévus au mois de septembre. Fait qu'on sait ce qui s'en vient. Donc, on prévoit vraiment qu'il va y avoir une expansion encore là, dans les 3-4 prochains mois. Moi, je vous ai connu pas mal parce que nous autres, on avait annoncé une fois vos emplois sur notre site. Puis, la phase le côté ressources humaines, c'est comment vous faites pour garder du monde chez vous? Parce que la problématique beaucoup des business, puis je le vois souvent, c'est garder le monde chez vous. Bien, moi, j'ai du domaine du transport. J'ai été gestionnaire en transport pendant 15 ans. Puis je peux vous dire que les 4 dernières années, ça a été un challenge incroyable parce qu'il manque justement de chauffeurs classe 1. Donc, il fallait trouver des façons de faire pour les garder. C'est un peu comme ça. Quand on a parti la business, on savait que la gestion des ressources humaines, encore une fois, on est dans le même principe que la clientèle. On n'a pas envie de se battre. Si quelqu'un veut partir de chez nous, il va faire partir. Il faut lui donner les raisons de même pas avoir envie de penser à ça. Oui, le salaire est hyper concurrentiel. Je pense qu'on est dans ceux qui payent le mieux en fonction de nos capacités, c'est sûr.
Les conditions de travail, on met les gars sur du 4 jours, 40 heures. Donc, ils ont 3 jours de congé par semaine. On essaie de jouer avec la journée off un peu. Le vendredi, on essaie de finir le plus tôt possible, dépendamment des routes. Il y a des bonus en performance, il y a des bonus annuels selon la performance de l'entreprise. Certaines dépenses qui sont remboursées, d'équipement, on paye le gear, on habille notre monde de A à Z, on les équipe. On veut qu'il y ait un sentiment d'appartenance. Puis ça fait seulement un mois et demi, 2 mois qu'on a des employés. Puis on sent qu'il y a déjà un sentiment d'appartenance. Quand je parle justement de oui, on l'entrepôt commence à être un peu petit, on va grandir. Ah, on va être bien l'année prochaine, toute la gang, dans un plus gros entrepôt. Ah oui, le nouveau camion, ça va être le fun l'année prochaine. Fait que il y a déjà un sentiment d'appartenance. J'ai déjà des feedbacks de détaillants qui m'ont appelé pour me féliciter du travail de certains de nos employés. Comme quoi que c'est un service courtois, rapide, efficace. C'est sûr que moi puis Max qui va sur la route, oui, on livre, mais on jase, on parle, on n'est pas efficace. On coûte moins cher parce que c'est notre business, mais on est moins efficace. Tandis qu'un gars que j'envoie sur la route, c'est un service qui est rapide, efficace, courtois. Les gens sont satisfaits de ce service-là. Jusqu'à maintenant, du moins, j'ai pas eu de feedback autre que ça. Donc, c'est sûr que c'est de gérer un peu les imprévus, les choses comme ça, mais jusqu'à maintenant, au niveau des employés, c'est un peu ça. C'est d'être capable de créer un sentiment d'appartenance, puis du même principe que je veux le moins possible de turnover au niveau de la clientèle, ça va être la même chose pour les clients, pour les employés. Donc, on essaye de garder vraiment le sentiment d'appartenance, de faire en sorte de ne pas leur donner de raison de vouloir aller voir. Ouais, dans le fond, ce qui est le plus important, c'est l'ambiance de travail. Pour avoir de la rétention là, en ressources humaines, c'est l'ambiance de travail. Puis moi, ce que j'ai appris au fil des années, j'ai été 11 ans là, en gestion, en construction, là, qui est un domaine très difficile, très stressant. Puis ce qu'il faut que tu fasses pour maintenir tes employés, c'est faut que tu leur montres que ce qu'ils disent, puis ce qu'ils pensent, puis les points qu'ils veulent améliorer, tu t'en occupes, puis tu prends ça en considération. Parce qu'un employé, que peu importe ce qu'il te dit, si tu t'en fous, puis tu fais jamais même si, parce que des fois c'est logique, là, même si moi je suis propriétaire de l'entreprise, ça ne veut pas dire que mes idées sont toutes bonnes. N'importe quel employé peut avoir une bonne idée, puis sérieusement, si tu démontres à tes employés que leurs idées sont prises en considération, ta rétention elle va exploser. Il faut les mettre à contribution, il faut leur donner l'espace pour s'épanouir, puis il faut leur donner la chance justement de contribuer à ça. Tu sais, c'est pas un one-man show, en fait, c'est pas un two-man show. Oui, ça a été parti comme un two-man show, mais si on veut l'amener là où on veut l'amener, là où on voit Brou dans 5 ans, à l'intérieur de 5 ans, ça ne peut pas se faire juste à moi puis lui, parce que ça va finir chez le psychologue à tous les semaines avec des antidépresseurs. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut faire confiance au staff. Tu sais, j'ai embauché quelqu'un justement au niveau entrepôt, administratif. On lui a montré des affaires, puis après ça, il part avec ça, puis tu sais, je sens pas le besoin chez cette personne-là de me dire j'ai-tu fait ça correct. Elle sait qu'elle le fait, puis elle sait que s'il y a quelque chose à faire, ça va être fait. C'est la même chose que les chauffeurs. Tu sais, on les appelle pas aux 2 minutes leur demander ça c'était-tu fait, ça c'était fait. Je le laisse aller, puis après, à la fin de la journée, il y a peut-être ça à ajuster, mais ça c'était bien. Il dit, hey, lui, j'ai proposé telle affaire, parfait, fantastique. Ils prennent de l'initiative, puis il faut glorifier ça. Il faut mettre ça de l'avant. Prenez de l'initiative. Le salaire aujourd'hui, la génération actuelle, en tout cas, ça tombe 2e, 3e, peut-être 4e dans les priorités des gens. Il faut être capable de leur donner du temps. Il faut qu'ils sentent un sentiment d'appartenance. Puis je pense que chez nous, ça va être ça, le principe. Ça va être de créer une famille. On niaise bien, le marketing était fait, puis tu l'as avec la bière qu'on t'a laissée, était fait autour de Marcel. Marcel, là, c'est une joke en chum. Encore une fois, c'est une soirée de brosse à se dire à un de mes chums qu'on s'était habillé dans un Igloo Fest des années 80, puis il avait mis ses bottes, puis check Marcel avec ses bottes, puis après ça, on niaisait, puis un de mes chauffeurs que j'ai eu dans mon ancienne entreprise où je travaillais, c'était une machine. C'était un bonhomme qui ressemblait à un Marcel, la moustache, les lunettes, le petit crayon. Mais j'ai jamais vu un employé aussi performant que ça, mais impliqué. T'sais, pour lui, quand il faisait une livraison, c'était son argent, c'était ses affaires, puis il se sentait impliqué dans le succès de l'entreprise. Puis ça a cogité après. Brou, c'est pas Max. Brou, c'est pas JF. Brou, c'est pas Mélissa ou Jonathan ou David. Brou, c'est une seule personne. Que tu deals avec un ou l'autre, puis on niaise avec ça, puis gars, il va s'appeler Marcel. Lui, c'est Marcel. Puis le marketing, c'est travailler autour de ça. Les camions, c'est des Marcel. Fait que quand tu deals avec quelqu'un chez nous, la qualité du service à la clientèle, la qualité du travail, pour moi, il faut que ça soit uniforme. Puis il ne faut pas que tu aies l'impression d'appeler dans un hôtel de fou comme dans Astérix. Il ne faut pas que tu aies l'impression que tu as besoin du formulaire A37 ou je ne sais plus du numéro, mais il faut que tu saches que si tu appelles Max, tu vas avoir la même réponse que si tu appelles JF, puis éventuellement la personne qui va me répondre. Le service est uniforme, la façon de penser est uniforme, mais les initiatives personnelles sont zéro mis de côté. Mais ce qui en ressort vers le client, c'est un seul et même service. Puis qui que j'appelle chez Brou,
ben, je pense que le service va être égal. Puis c'est un peu là-dessus qu'on a basé tout le marketing de l'entreprise. C'est quoi vos plus gros défis depuis un an comme entrepreneur? À part le cash, bien sûr. OK, bon. Ouais, parce que c'est vrai que c'est l'argent qui a été le plus gros défi. Ben, je pense que le plus gros défi, c'est qu'on était en retard. Dans le sens qu'on a. Ouais. Non, mais Tellement. en fait, c'est qu'on est parti en 2019, puis tout aurait été quand même un peu plus facile, je pense, qu'on avait parti ça en 2017. Parce que là, il y avait plusieurs gros joueurs bien implantés. Donc, ça a été quand même dur. On a été chanceux au début que quelques clients, quand même, qui sont bien cotés dans l'entreprise, dans le domaine brassicole, nous fassent confiance. Ça, je pense que ça nous a beaucoup aidé. Parce que c'est sûr que quand les gens ont de la misère à faire confiance à des gens nouveaux, puis je les comprends, là, parce qu'ils ont un service avec certaines entreprises qui existent depuis des années, ils savent à quoi s'en tenir, essayer un nouveau, on ne sait jamais, ça va être un flop, ils vont-tu rester, ces gars-là? Fait que c'est tout ça, là. Ça a été ça le plus gros défi, ça a été de trouver des brasseries qui peuvent nous faire confiance au début. Okay. Puis tu sais, c'est un peu comme Maxime disait, tu sais, c'est qui ces gars-là? Tu sais, ils ne nous connaissent pas. Tu sais, du cold call, là, j'en ai fait. Là. Le bottin de la MBQ, je l'ai appelé au complet. Puis, tu sais, des fois, tu te fais pas répondre, ou tu envoies des messengers, ou tu envoies des courriels, puis on essaie de travailler avec les nouveaux moyens. Tu sais, Messenger, des fois, ça peut être un peu plus facile, mais tu sais, il y a des fois, c'est comme, non, je suis satisfait de mon distributeur, mais en 3 mots, tu sais. Et la même personne m'a rappelé 6 mois plus tard, par exemple, ah, j'ai entendu parler de vous autres. C'est de faire son nom. Puis quand Maxime dit qu'on est en retard, ça, on s'en est rendu compte. Pas parce qu'on aurait commencé en même temps que d'autres qui ont commencé à ce moment-là, mais juste parce que les besoins à ce moment-là, ils étaient pour tout le monde. Tandis que quand on est arrivé, la plupart des gens qui avaient ces besoins-là étaient déjà desservis par d'autres. Donc, soit tu vas les grappiller à quelqu'un avec « Qu'est-ce que t'as? » Ben, j'ai un camion et un entrepôt vide. Ouais, mais OK, j'ai fait ça pendant 15 ans. Ouais, mais c'était du fruit et légumes. Oui, t'as raison. Tu sais, c'est pas évident, tu sais. Tandis que Max, il gérait des projets électriques en génie, en construction. Fait que, tu sais, c'est d'aller chercher la confiance des gens. Tu sais, d'appeler un Max chez Mélile puis de dire, hey, j'aimerais ça travailler avec vous autres. C'est OK, combien de clients vous avez? Mais si tu me dis oui, tu vas être le deuxième, là. Mais écoute, c'est des sauts dans le vide pour ces entrepreneurs-là qui, eux autres aussi, sont à une deuxième, une troisième année. Puis la stabilité, c'est important pour la progression. Fait que de faire confiance, il faut croire qu'on a un bon pitch de vente, il faut croire qu'on a des belles gueules qui inspirent la confiance. Mais outre ça, je vois la différence en 2020. Faire du développement des affaires après un an, ben Brou, c'est un nom qui résonne dans la tête des gens. J'ai des reps de d'autres compagnies, que je ne les nommerai pas, mais de d'autres compagnies de distribution, qui à un moment donné, c'est parqué à côté de mon toit, il dit « Bon, j'ai enfin vu Marcel! » Il dit « Ça fait 6 mois que je cherche, mais là, je l'ai vu. » Ben ça, pour nous autres, c'est une petite fierté, de voir que même la compétition, des fois, entend parler de nous autres. Est-ce qu'ils nous voient comme une menace ou non? Moi, pour moi, ça leur appartient. Nous autres, on a une directive, on sait où on veut s'en aller, puis c'est bien rare qu'on regarde dans le rétroviseur arrière. Pas de temps en temps, tu regardes tes angles morts, mais l'important, c'est de se tenir à notre vision et s'adapter en fonction des nouvelles réalités. La COVID, ça en a été une. C'est de s'adapter puis de trouver une façon de donner un service qui va être adapté en fonction de la réalité. Fait que c'est un peu là qu'on est. T'sais, pas qu'on se fout des autres. Les entreprises qui sont là ont fait une belle job, puis ils font encore une belle job, puis on va être content de travailler à leur côté pour élever le domaine brassicole. Mais on considère qu'on a peut-être une petite plus-value que d'autres n'ont pas. Les autres ont une plus-value que nous autres, on n'a peut-être pas. Mais je pense qu'on a notre place. Puis on l'a prouvé dans la dernière année. Puis les derniers 6 mois me démontrent que c'est beaucoup plus facile de faire du développement. Mais la première année, ça a été... c'est un challenge. Alexandre, merci beaucoup. Hein? Merci.